Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Télé Grenoble pour le 5e débat de la campagne des municipales. Des débats que vous pouvez suivre chaque semaine le mardi et le vendredi à 21h et que j'ai le plaisir de présenter avec Marie-Caroline Abrial. Bonjour. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors aujourd'hui, nous nous intéressons donc à Fontaine, après Saint-Égrève, Saint-Martin-d'Hères, Mélan et Échirolles. Direction l'autre côté du Drac. Avant de vous présenter les candidats à la mairie, je vous propose de regarder la carte postale de la commune. Elle est signée Charlotte Faulkner. Située sur la rive gauche du Drac, Fontaine est la 6e ville du département en termes de population, avec près de 23 000 habitants. Comme beaucoup de villes de l'agglomération grenobloise, elle a connu une expansion démographique dans les années 60, avec une densification importante de son habitat. La commune est bordée à l'est par l'A480 et s'ouvre à l'ouest vers le massif du Vercors, directement accessible depuis les parcs Karl Marx et de la Poya. Fontaine connaît depuis ces dernières années plusieurs projets de réaménagement urbain, dont celui des portes du Vercors, qui s'étale sur 85 hectares avec la création de nombreux logements, d'espaces commerciaux et d'industries pour revaloriser l'entrée de la ville. Un nouveau quartier qui sera desservi par le métro-câble, un projet de téléphérique urbain reliant Fontaine à Saint-Martin-le-Vinoux en passant par la presqu'île. Un nouveau mode de déplacement qui devrait voir le jour en 2023 pour un budget de près de 60 millions d'euros. Comme ses voisines Échirolles et Saint-Martin-d'Hères, Fontaine est dirigée par les communistes depuis 1945. Le maire sortant, Jean-Paul Trovero, élu en 2014, compte bien perpétuer la tradition. Il aura en face de lui 3 autres candidats, Laurent Toviste et Sophie Romera à gauche et Franck Longo à droite. Et ces 4 candidats sont donc sur notre plateau aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat en notre compagnie. Comme pour tous les autres débats, pour tous les autres candidats, on vous propose de démarrer avec un petit portrait, votre portrait, une petite présentation, votre parcours personnel, professionnel, peut-être vos centres d'intérêt et puis vos liens avec Fontaine. Alors on a effectué juste avant de venir sur ce plateau un petit tirage au sort entre vous 4 et le premier à se présenter, c'est donc Laurent Toviste avec la liste Avec vous pour Fontaine. Bonjour, donc Laurent Toviste, moi j'ai 55 ans. Alors je ne suis pas né à Fontaine, mais je suis issu d'une vieille famille fontainoise, puisque mon grand-père était implanté à Fontaine, mon père est né à Fontaine, ils avaient une menuiserie en dessous des quais du Drac, à l'époque où Fontaine était encore une petite bourgade. Voilà, donc j'ai 3 enfants, une grande fille de 18 ans et puis 2 enfants qui sont scolarisés en école primaire, à l'école de l'ancienne mairie. Donc j'habite dans ce secteur-là. Sur le plan professionnel, je suis directeur de rédaction, donc je dirige des magazines consacrés aux collectivités locales. J'ai fait toute ma carrière d'ailleurs dans le secteur des collectivités locales. J'ai dirigé un syndicat intercommunal dans le nord de la France, puis j'ai dirigé un réseau de villes, Bar-le-Duc, Saint-Dizier, Vitry-le-François. Voilà, donc je suis passionné par les questions de services publics. J'ai été adjoint à l'environnement entre 2001 et 2008, environnement et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voilà, suite à ça, bon, on y reviendra, je pense. Je me suis présenté effectivement aux élections. Sur le plan politique, je suis socialiste. Alors, on va y revenir. On y reviendra après, d'accord. Donc voilà. Sinon, sur le plan des passions, moi, je suis passionné de montagne. Alors, je pratique beaucoup ce qu'on appelle le surf-alpinisme. C'est l'équivalent du ski-alpinisme, donc du ski de randonnée, mais en surf. Voilà, donc j'ai créé avec quelques collègues la section des guenilles au Club alpin français. Donc, je suis instructeur national. Puis, je pratique aussi le canyon ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça va, vous êtes gâté dans le secteur. J'apprécie beaucoup la proximité des Vouillans, effectivement, le VTT notamment, c'est extraordinaire de pouvoir être en 2 minutes dans les Vouillans et de faire des beaux circuits VTT. Alors, à vos côtés, Jean-Paul Trovero, vous êtes le maire sortant et vous vous présentez, vous êtes candidat à votre succession avec la liste Fontaine, notre planète commune, écologique et solidaire. C'est bien ça, donc oui, Jean-Paul Trovero, maire sortant. Donc je vais me présenter en quelques mots. Donc je suis né en 1951, je suis issu du quartier Saint-Monod. Je dis souvent que je suis issu d'un quartier vivant. Et puis j'habite Fontaine depuis 1976. Je suis père de 2 grands-enfants et grand-père, parce qu'il y a 5 petits-enfants qui habitent tous dans la commune. Et issu d'une famille ouvrière, une famille dont un des grands-pères a quitté l'Italie pour fuir le fascisme à l'époque. Donc ça a laissé garibaldien, donc communiste garibaldien, ça a laissé bien entendu des traces dans ma mémoire, mais pas que, dans ma manière d'être aussi. Formé au métier du bâtiment dans un premier temps, puis ensuite un parcours plutôt dans une
une grande usine de l'agglomération Aveyré, qui était à l'époque usine du groupe Areva, dans lequel j'ai milité en tant que militant syndicaliste, avec des fonctions nationales, y compris en lien avec le CEA. Et puis, petit à petit, un petit bonhomme de chemin, j'ai aussi vieilli, grandi, et éducateur sportif, par ailleurs, syndicaliste. Donc, c'est-à-dire que plusieurs facettes qui me permettent aujourd'hui de dire que ça m'aide beaucoup sur les dossiers, sur ma manière de comprendre les choses, y compris dans le monde de l'entreprise. Actuellement, donc, puisque j'ai été aussi adjoint dans des secteurs clés avant d'être maire, l'urbanisme, l'économie. Et puis actuellement, je suis maire de la commune, conseiller communautaire, président de la CEMITAG, ce qui me permet aussi d'avoir un regard sur tout ce qu'on appelle les mobilités, membre du SMAG, le nouveau syndicat qui vient d'être créé. Et je pense et je revendique d'être un homme de terrain et de connaître mes dossiers. Alors, on va peut-être le rappeler aussi. À l'automne dernier, vous avez été condamné à 1 mois de prison avec sursis pour favoritisme dans l'attribution d'un marché public. Et vous avez plaidé votre manque de vigilance. Voilà qui est fait. Une condamnation qui ne vous a pas rendu inéligible. Hein. C'est pour ça que vous êtes... Oui, c'est bien pour ces raisons que je me représente à nouveau au suffrage des habitants et des habitants. C'est vrai que... Je l'ai reconnu sur ce dossier-là, mais on ne sait pas tout. Moi, humblement, je reconnais que je ne peux pas tout savoir. Je reste relativement modeste, mais la justice a tranché et le fait qu'elle ne m'ait pas rendu inéligible, alors que sur des dossiers comme ça, généralement, la sanction, c'est l'inéligibilité, elle est quasiment d'office. Ça veut bien dire aussi que j'avais pas tout ce qu'on m'a mis sur le dos comme erreur. Là-dessus, on pourrait y revenir, mais il y a des choses qui n'ont pas été sympathiques, qui ont été dites et qui sont fausses. Sophie Romera, petite présentation également. Merci. Pour la liste Osez à Fontaine. Absolument. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Sophie Romera, j'ai 48 ans. Je suis née à Grenoble de l'union d'une maman marocaine et d'un papa d'origine russe. Voilà, je suis mariée, j'ai 2 garçons de 12 et 16 ans et je suis fontainoise depuis 14 ans. Dans ma vie professionnelle, je suis cadre comptable et financier depuis plus de 20 ans. Au niveau de mes engagements de citoyenne, j'ai été présidente d'une association d'habitants fontainois sur le territoire. Je suis marraine de la Pardap, qui est une association qui parraine des primo-arrivants sur l'agglomération et même au niveau national. J'ai été référente d'une AMAP pendant plus de 12 ans et je suis cycliste au quotidien. Et c'était mon premier mandat, donc en 2014, de conseillère municipale. Voilà. Vous faisiez partie de l'équipe de Jean-Paul Trovero, en tout cas sur les 5 premières années, et vous occupiez notamment de démocratie participative. Absolument. Un peu moins de 5 ans. Un peu moins de 5 ans. Franck Longo, vous êtes le dernier à prendre la parole sur cette petite présentation. Alors moi, c'est la liste Ensemble pour Fontaine. J'ai 31 ans aujourd'hui. Je vis avec ma compagne sur Fontaine, qui est médecin généraliste. Et j'ai toujours habité Fontaine depuis que je suis tout petit. D'abord avenue Aristide-Briand. J'ai passé 25 années le long de cette avenue. J'ai ensuite déménagé Gérard Philippe et j'ai eu la chance de devenir propriétaire à l'été dernier. Et donc, ça montre mon implication, mon envie en tout cas de rester dans cette commune et de m'impliquer. Alors, ma formation, c'est celle de juriste. Je suis diplômé de la faculté de droit de Grenoble. Et mon métier aujourd'hui, c'est directeur général des services d'une commune du Pays Voironnais. Donc, je pilote 150 agents d'une commune, que ce soit le service urbanisme, police municipale, finances, travaux, animation, CCAS, voilà, tous les services d'une commune. J'ai été particulièrement investi dans la vie associative de notre commune. J'ai fait partie de plusieurs clubs, notamment le club de natation, le club d'escrime, le club de foot dans lequel j'ai été éducateur bénévole, le club de tennis. J'ai pu bénéficier aussi de l'école de musique puisque j'ai appris la guitare et le solfège pendant 12 ans dans notre école de musique. Et j'ai également fait partie du centre de loisirs, alors là en tant qu'enfant d'abord, et puis aussi en tant qu'animateur, où j'ai pu aider aussi nos jeunes fontainois à pouvoir se divertir. En passe-temps, j'adore me balader dans les Vouillans. Je fais de la marche ou de la course. Vous ne croisez jamais dans les Vouillans? Les autres sont ceux qui font du vélo. Moi, je suis plutôt VTT. Il est plutôt VTT, je suis plutôt course à pied pour monter à la Tour Sans-Velin. On marche à pied. Mais j'ai croisé Jean-Paul, par contre, une fois. Il faisait une balade et tout. Nous sommes croisés dans les Vouillans, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un écrin sur Fontaine. Malheureusement, je trouve qu'il est trop peu utilisé. Il faudrait qu'on arrive à ramener des Fontainois dans ces bois des Vouillans. Et juste pour conclure, moi, je suis candidat parce que j'aime ma ville. Je veux la rendre plus attractive et plus dynamique et changer cette image de ville-dortoir. Alors, avant de parler de 2020, on va revoir les résultats de 2014. Vous vous en souvenez forcément, puisque vous étiez tous
dans la course, soit en tant que colistière, soit en tant que tête de liste. Donc en 2014, ça avait été très serré à Fontaine. Au premier tour, 6 voix seulement séparaient Jean-Paul Trovero de Laurent Tovist. C'était également très serré derrière, puisqu'il y avait simplement 2 voix d'écart entre la liste du Front National d'Antonin Sabatier et la vôtre, Franck Longo. Vous aviez les couleurs de l'UMP à l'époque. Au deuxième tour, les 4 qui ont pu se qualifier à plus de 10% se sont maintenus. On a donc eu une quadrangulaire. La liste d'Alain Grasset avait rejoint celle de Jean-Paul Trovero, qui a finalement remporté cette élection avec un peu plus de 33% des voix. Il y avait 255 voix d'écart exactement avec Laurent Tovist. Et puis en troisième position, Franck Longo, 19% des voix, et Antonin Sabatier pour le Front National, qui ont récolté chacun 3 sièges au conseil municipal. Cette année, a priori, il n'y aura pas de liste estampillée Rassemblement National, pas de liste républicain. Il reste encore quelques jours pour finaliser ces inscriptions. On va refaire un petit tour de table avec vous pour bien comprendre votre positionnement politique. On va commencer avec vous, Jean-Paul Trovero. On le disait en introduction, vous vous inscrivez dans la lignée traditionnelle, on va dire, de Fontaine. Je m'inscris déjà, je le revendique, je suis communiste. Et moi, au moins, on sait où je suis. Donc, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de ceux qui ont changé 3 ou 4 fois de numéro de casquette ou de liste, pour des raisons qui les regardent d'ailleurs, ou parfois d'opportunisme. Enfin, tout le monde sait bien où je me situe. Alors après, la liste, comme tout le monde le dit, toutes les listes, on se revendique d'avoir des listes plurielles, d'avoir des listes ancrées dans le territoire, sur la commune. C'est la réalité de la liste que je vais conduire à ces élections municipales, faite de femmes et d'hommes engagés. Donc, avec cette fois-ci, au-delà des communistes, aussi les socialistes qui sont avec moi sur cette liste, puisque le Parti socialiste, comme le Parti communiste, soutiennent cette liste, comme le Parti radical de gauche d'ailleurs. Et puis, on a également, bien évidemment, une liste plurielle. Mais je crois que surtout, ce qu'il faut regarder de près, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme des personnes qui sont venues sur ma liste, l'enthousiasme, leur envie de continuer ce qui se fait de bien sur Fontaine. Parce que les valeurs communistes, socialistes ou les valeurs de gauche, elles sont bien ancrées dans notre population, elles sont bien ancrées dans notre politique, elles transcendent nos politiques. Et je rappelle qu'à chaque fois, au-delà des grands projets, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme ambition, et elles sont nombreuses, nos ambitions, il y a quand même au cœur de tout ça l'homme, la femme, l'humain, et que ces valeurs qui transcendent toutes les politiques municipales qui ont été menées depuis l'après-guerre, même s'il y en a qui disent ça fait 70 ans, ben oui, ça fait 70 ans que ces politiques municipales sont menées avec la préoccupation de l'humain d'abord, et la préoccupation de rendre du mieux possible un service public de qualité en direction des populations, mais pas que. C'est aussi une façon de faire valoir nos valeurs de solidarité et nos valeurs humanistes. Et je crois bien que la population en est consciente. Alors, vous aviez soutenu Jean-Luc Mélenchon à la précédente présidentielle. La France Insoumise ne vous a pas forcément renvoyé la balle sur cette élection. C'est une déception, j'imagine, de ne pas les avoir gardés, conservés dans votre équipe ? Déception, non, parce qu'on ne peut pas être déçu à ce niveau-là. Je pense que c'est plutôt une incompréhension. En tous les cas, je refuse d'être celui qui divise. Je suis plutôt celui qui essaye de rassembler. En tous les cas, c'est ma volonté. Je pense que rassembler, nous sommes toujours plus forts, surtout à gauche. Et je jouerai jamais dans le camp de la division. Ça, c'est pas mon truc. Je jouerai non plus jamais dans le camp de la discorde. Et honnêtement, toutes ces discordes, toutes ces divisions, ça peut qu'aiguiser les appétits de la droite et de l'extrême droite, parce que si aujourd'hui, ils ne sont pas présents autour de table, ils existent bien, en tous les cas, sur nos communes. Et j'ai déjà un souhait, c'est qu'à minima, on n'ait plus de représentants du Front National au sein de notre conseil municipal. Et ça serait déjà une grande victoire. Alors, Sophie Romera, le soutien de la France Insoumise, c'est vous qui l'avez récupéré. Vous faisiez partie, je le disais, de l'équipe de Jean-Paul Trovero en 2014. Et puis, vous avez décidé de faire dissidence, c'est comme ça que ça s'appelle. Absolument. Il y a un peu plus d'1 an. Oui, absolument. Écoutez, je crois qu'il faut être clair, c'est de nombreux désaccords qui expliquent notre positionnement aujourd'hui et le fait qu'on présente une liste. Sur ce mandat, nous avons débattu, nous avons porté un certain nombre de valeurs. Elles n'ont pas toujours été écoutées. Concernant la démocratie participative, pour laquelle il a fallu se battre inlassablement. Concernant des engagements écologistes qui ont toujours été reportés. Et qu'aussi concernant un fonctionnement clientéliste. Et au bout de 4 ans et demi, effectivement, à force de se battre en interne, on s'est épuisé et on s'est dit que Fontaine méritait aussi une autre offre
Voilà. Et le système, le fonctionnement de la France insoumise, c'est de fonctionner par fédération populaire. Ce sont des groupes d'action qui ont la liberté de construire sur le territoire des engagements et une action. Et c'est ce que nous avons fait. Et voilà, il y a eu un processus démocratique qui fait qu'aujourd'hui, je représente cette liste. Je vais peut-être vous présenter aussi ce qu'est notre liste. Il y a plusieurs élus de la majorité qui vous ont suivi. Absolument. Également. Absolument, oui. Aujourd'hui, on est 6 dans le conseil municipal. Alors, dernier conseil municipal qui a eu lieu hier. Voilà, nous sommes le plus gros groupe d'opposition au conseil municipal. Avec également donc un soutien d'Europe Écologie Les Verts. Avec un soutien d'Europe Écologie Les Verts, oui. Ce qu'il faut dire, c'est que notre liste, c'est une liste qui est de rassemblement de gauche, qui est citoyenne et écologiste, qui est composée à 60% de citoyennes et de citoyens issus de la société civile, qui est effectivement composée également de militants France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération et du Parti de gauche, et qui est composé de 5 conseillers municipaux élus pour la première fois en 2014. Je rejoins, comme Franck Longo, nous aimons notre commune et ce sont bien nos valeurs écologistes, notre détermination à rendre leur pouvoir d'agir aux habitants, notre engagement pour plus de justice sociale et notre envie de faire de la politique autrement avec plus d'éthique et de transparence qui nous ont rassemblés. Et c'est tous ensemble, les 5 forces dont je vous ai parlé, qui nous ont amenés à construire ce projet tous ensemble pour démontrer qu'on peut concevoir une ville, mais aussi une métropole engagée sur le plan social, démocratique, éthique. Ça veut dire que vous vous désolidarisez du bilan de la majorité actuelle ou vous assumez ce qui a été fait jusqu'en 2019 au moins ? Pas tout. Pas tout. Après, on est une équipe quand on fait partie d'une majorité. Donc, les désaccords, on les a exprimés en interne. Et quand ça n'a plus été possible et qu'on a senti qu'on n'était plus entendu, effectivement, on est sorti de la majorité. Je crois que c'est aussi ça le courage politique. Alors, Laurent Tovist, vous avez déjà été candidat aux élections municipales en 2014. Vous êtes... 2008 aussi. Oui, en 2008. 85 voix en 2008. Oui, 82. Ah. ça reste marqué, on n'oublie pas. À moins de 1%, oui. C'était 2 voix par bureau de vote qui changent de... Un destin peut changer pour quelques... oui. La balle d'un côté. Comme quoi, chaque voix compte. Et vous êtes socialiste ? Oui, j'ai pas bougé. Alors, je sais pas à qui s'adressait la pique de Jean-Paul Trovero sur les girouettes, mais moi, j'ai jamais bougé. Je suis resté socialiste. Pour autant, vous n'avez pas le soutien du Parti socialiste. Non, mais vous savez, je ne l'ai pas eu non plus en 2008. La stratégie du Parti socialiste, c'est la stratégie de l'Union de la gauche. Moi, je ne la conteste pas. Elle peut avoir son intérêt au niveau national, mais moi, je suis un localiste. Ce qui m'intéresse, ce sont les affaires de la commune. Donc, j'ai décidé, après avoir été adjoint entre 2001 et 2008, que je ne voulais plus continuer dans les conditions, pour des conditions d'ailleurs assez proches de ce que vient de dire Sophie Romera. J'avais fait l'expérience de l'intérieur, elle ne me satisfaisait pas, donc je me suis présenté. Le Parti socialiste dit ce qu'il veut et moi je fais ce que je veux. Et donc, j'ai eu le soutien en 2008, je n'avais pas le soutien du Parti socialiste. En 2014, je l'avais. Il faut savoir qu'on a toujours, en 2008, quand je me suis présenté, tous les socialistes qui étaient sur la liste de Yannick Boulard à l'époque, il n'y en avait aucun qui était militant dans la commune. Mais voilà, on les avait ramenés. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que celle qui les avait ramenés aujourd'hui se présente contre le maire, Madame Mastro-Moreau. Donc, vous voyez comme quoi l'histoire évolue. Et vous avez le soutien de la République En Marche ? Alors, effectivement, j'ai le soutien de la République En Marche, du mouvement écologiste indépendant et de l'Union des démocrates et écologistes. Voilà. Moi, comme je vous le disais, je suis quelqu'un qui base essentiellement les choses sur le local. Donc, on a essayé de construire un art qui correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis un social-démocrate. Je suis rentré au Parti socialiste plutôt dans l'axe Rocard, deuxième gauche. Je suis militant CFDT, donc je suis un homme qui aime bien la négociation, le contrat social. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire avancer les dossiers de manière très concrète. Donc j'essaye de construire un large rassemblement politique qui peut me permettre d'arriver à construire une majorité. Parce que, vous savez, être candidat pour être candidat, moi j'ai déjà été candidat 2 fois. Donc si c'est être candidat pour être candidat, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de créer l'alternance. Et donc, j'essaye de construire un arc politique qui puisse créer l'alternance sur la commune de Fontaine. Alors, l'alternance, elle viendra peut-être de vous. Franck Longo, vous avez quitté l'UMP pour le MoDem. Donc, vous êtes le candidat de droite, entre guillemets, à cette table. J'ai toujours été positionné au centre droit. Ça n'a pas changé malgré les étiquettes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je présente une liste qui rassemble de nombreux Fontainois qui viennent d'horizons différents. J'ai des gens qui viennent de la gauche, j'ai des gens du centre, j'ai des gens de droite, puisque les Républicains de Fontaine ont rejoint mon équipe.
Et c'est avant tout des Fontainois. 90% de mon équipe, en réalité, n'est pas encartée politiquement. J'ai des gens qui sont commerçants, j'ai des gendarmes, des anciens commandants de police, un président de crèche, des responsables associatifs, des personnes qui sont dans le social, dans l'éducation. J'ai des médecins, j'ai des sans-emploi. Donc on est vraiment une liste à l'image de Fontaine. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est soutenu par plusieurs partis politiques. Vous en avez parlé, le MoDem. Je l'ai dit, les Républicains sont aussi dans ma liste. Il y en a qui sont de sensibilité UDI, Parti radical, les partis centristes. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a fait une équipe à l'image de Fontaine pour pouvoir partir vers l'alternance. Vous aviez envisagé il y a un temps un rapprochement avec Laurent Tovist, en tout cas vous lui aviez tendu la main par voie de presse interposée. C'est plus d'actualité ou ça peut être le coup du second tour? Effectivement, bon, on part séparé au premier tour, puisqu'on a quelques différences sur le programme, mais on l'a vu quand même lors de notre mandat. On a passé 6 ans à se positionner de manière assez cohérente ensemble sur les propositions et sur les délibérations. Donc effectivement, il y a des rapprochements. Pour l'instant, on est divisé au premier tour. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir changer l'équipe municipale en place, puisqu'on a vu qu'il y a eu des dérives constatées durant ces 6 années. La condamnation de monsieur le maire, l'augmentation des impôts, l'indemnité du maire, voilà. Il y a une série de mesures qui aujourd'hui me font dire qu'il faut que je mette tout en œuvre pour pouvoir changer l'équipe en place. Bien sûr, je me présente et j'espère y arriver, mais si ce n'est pas le cas, on verra au second tour comment on peut arriver à cet objectif. Puisqu'on parle du second tour, Sophie Romera, on peut imaginer aussi un rapprochement avec la liste de Jean-Paul Trovero. Vous étiez ensemble il y a 6 ans, ça ne paraît pas incompatible? Écoutez, je crois que déjà, la première chose, c'est qu'on est légitime à présenter une liste de gauche. Même les dernières élections européennes, où il n'y avait que 44% de participation à Fontaine, démontrent qu'on représente Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Génération et le Parti de gauche et les Citoyens, le plus gros taux d'attention de vote. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il y a quand même eu des désaccords, je les ai exprimés. On est allé au bout de la démarche. Je crois qu'il faut laisser aux citoyens leur droit constitutionnel de décision et de ne pas phagocyter les choses. Voilà. Si vous le voulez bien, à présent, nous allons décliner quelques-unes de vos propositions sur un certain nombre de thématiques qui concernent à peu près toutes les communes, et celle de Fontaine en particulier, sur la vie quotidienne des habitants. Et on va commencer par le cadre de vie, notamment pour voir ce que vous proposez en matière d'urbanisme et d'environnement, voir comment vous voyez l'évolution de la commune. Et on va commencer par vous, Jean-Paul Trovero. Est-ce que vous êtes satisfait de votre mandat sur ces sujets ? Sur l'urbanisme? Bien sûr. Alors satisfait, oui. Après qu'on ait tout fait bien et qu'on ne puisse pas faire mieux, ça c'est une autre histoire. Et je pense que c'est l'histoire qui va s'écrire dans le prochain mandat. On ne part pas de rien, nous partons de choses concrètes, de choses qui ont été construites au fil du temps. Et je peux dire qu'aujourd'hui, globalement, la commune, elle vit bien, la commune est attractive, la commune est agréable à vivre. Et que l'urbanisme et l'écologie sont au rendez-vous de nos programmes et ont toujours été au rendez-vous de la politique que nous avons menée depuis des années, y compris dans ce mandat d'ailleurs, puisque les réalisations, elles sont nombreuses et on pourrait y revenir. Après, bien évidemment, la ville de Fontaine s'inscrit dans la métropole, donc elle est aussi en lien direct à travers le PLUI qui s'applique sur tout le territoire, est en lien direct aussi avec le plan local de l'habitat, auquel il faut bien répondre. Donc, il faut aussi qu'on soit là-dessus pragmatique, efficace, et puis en lien avec les attentes des habitantes et des habitants. Et puis je rappelle, parce qu'on a tendance à l'oublier, qu'au niveau de l'écologie, nous n'avons pas à rougir de ce qui a été fait dans ce mandat. On pourrait décliner un certain nombre d'actions. Et qu'au niveau de ce qu'on rappelle assez souvent d'une manière très maladroite en disant que la ville, elle est alors j'ai encore noté, M. Longo a dit que la ville était une ville dortoir, pas plus tard dans son introduction, ou que la ville était une ville qui était avec une mauvaise image à l'extérieur. Moi, je tiens à rappeler que dans ces domaines-là, la ville de Fontaine, elle a une belle image, qu'on a des femmes et des hommes qui sont ancrés dans les solidarités, qui sont contents de vivre dans cette ville, et que, par exemple, je prends un exemple, on oublie souvent, on a parlé des Bois des Vouillans, que les Bois des Vouillans, c'est un tiers de la commune de Fontaine. La commune de Fontaine, avec son territoire, elle a quand même un fort potentiel d'espace vert, à travers les Bois des Vouillans, mais également à travers ces parcs, Jean Moulin, le parc de la Poya, qui est un beau parc, où la commune a su, à un moment, bien le mettre en valeur, ou encore le parc Karl Marx, mais pas que, puisqu'on a un certain nombre de squares et de jardins qui se développent. Donc voilà, après, bien évidemment, nous sommes tous dans la transition écologique, nous sommes tous
dans le respect aussi de l'environnement, dans le plan air climat. La ville de Fontaine y est inscrite aussi. Voilà, donc, bon, l'urbanisme, maintenant, il va falloir penser à un urbanisme qui soit un peu plus proche des réalités d'aujourd'hui. On parle beaucoup des îlots de chaleur, on parle beaucoup de tout ce qui fait écho dans le monde actuel avec les trams verts et bleus. Là, pour le coup, à travers le PLUI, on y répond déjà beaucoup. Mais à travers le projet des Portes du Vercors, on voit bien que nous sommes tous dans cette logique, y compris en prenant en compte tous les modes de déplacement doux. Alors, on peut rappeler peut-être ce que c'est le projet des Portes du Vercors. C'est un projet de 93 hectares, c'est bien ça? Alors, projet de 93 hectares, quand on prend la totalité du projet, c'est-à-dire en y associant la commune de Sassenage et en prenant en compte la fameuse tranche 3 nous sommes un certain nombre à dire qu'il ne se fera pas. Donc le projet aujourd'hui, c'est surtout la phase 1 d'un projet qui fait partie de la tranche 1. La tranche 1 qui fait un morceau sur Fontaine et un gros morceau sur Fontaine et un morceau sur Sassenage. La phase 1, elle est lancée. Aujourd'hui, elle commence à devenir opérationnelle. Et dans cette phase 1, on y trouve à la fois de l'habitat, on y trouve du commerce, on y trouve une offre de cinéma multiplex, y compris avec des loisirs. Et on y trouve aussi beaucoup de modes de communication, mode doux, avec le métro câble. Voilà, donc un véritable morceau de territoire. Et d'ailleurs, c'est un territoire qui est labellisé ou qui sera éco-cité. Je veux dire, et elle est là, pour le coup, totalement en lien avec la métropole qui nous aide à porter ce beau projet. Il y a déjà 28% de logement social à Fontaine, c'est bien ça? Est-ce que vous souhaitez maintenir ce cap? De toute façon, 28% de logements sociaux, c'est-à-dire qu'on répond simplement aux obligations de la loi SRU. Et nous en sommes fiers. Oui, parce qu'il faut aussi mettre un toit sur la tête. On oublie souvent que ça a aussi cette faculté-là. Quand on crée du logement, c'est aussi pour faire en sorte que les personnes d'abord puissent rester sur leur terrain, sur leur sol. Quand on ne construit pas, la population s'évanouit, la population diminue. Donc il y a un véritable enjeu. Ça donne aussi aux jeunes ménages et à d'autres le loisir de se loger à des prix quand même relativement intéressants. Et puis dans les Portes du Vercors, pour le coup, puisqu'avec les cartes d'inondabilité, tout le monde sait que la commune, sur certains morceaux de son territoire, sera plus constructible ou difficilement constructible. Donc l'enjeu majeur autour des Portes du Vercors, c'est pas que le logement, mais quand même ça en fait partie. Et dans les accords et dans ce qui est écrit et inscrit avec la métro, y compris d'ailleurs dans le PLH, nous serons simplement à 25% de logements sociaux maximum. C'est-à-dire qu'on aura simplement le maintien du nombre de logements sociaux sur la commune à travers cette opération. Ouais, ce projet Porte du Vercors, c'est à terme plus de 1500 logements. Ça fait des milliers d'habitants supplémentaires entre Fontaine et Sassenage. Alors c'est un projet ambitieux qui va s'étaler sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. C'est une chance historique pour notre territoire. Une chance historique. Et j'espère bien qu'on ne va pas la louper. Alors, justement, Franck Longo, vous avez voté contre ce projet au conseil municipal. Moi, je suis le seul élu autour de la table à ne pas être aussi enthousiaste par rapport à ce projet. Effectivement, c'est 1600 logements. Aujourd'hui, on voit qu'on a bétonné de plus en plus notre ville de Fontaine. Oui, 1600 logements en tout. On en a 550 dans la première tranche, 850 au total sur la ville de Fontaine. Mais c'est 1600 entre Fontaine et Sassenage. Je suis d'accord qu'aujourd'hui, le quartier qui est... je le précise, derrière Géant, derrière Jiffy, a besoin de connaître une mutation, parce qu'il est quand même dégradé aujourd'hui. Mais par contre, faire 1600 logements, c'est beaucoup trop, surtout qu'on fait des immeubles qui connaîtront des hauteurs de 7 étages. Et je crois qu'on a plutôt besoin de garder notre qualité de vie, limiter les hauteurs, voire même de construire de l'habitat individuel. Sauf que dans ce projet-là, moi, je ne le vois pas. Je vois du béton, je vois des mètres carrés de surface commerciale qui ont diminué. Elles étaient de 30 000 mètres carrés au départ, elles sont passées à 21 000 mètres carrés. Donc, on parle d'un projet qui vraiment est basé essentiellement sur la construction d'immeubles et d'appartements. Et je crois que plutôt aujourd'hui, Fontaine doit gagner en qualité de vie, en espace vert. Et c'est pour ça que je me suis opposé à ce projet-là et j'espère pouvoir le modifier une fois élu. Vous souhaiteriez le revoir de quelle manière? Alors déjà, je souhaite qu'on fasse un référendum local sur ce projet. C'est le plus grand projet que la ville de Fontaine ait jamais connu. 1600 logements entre Fontaine et Sassenage. Donc je souhaite que les Fontainois puissent dire leur avis sur ce projet-là. Aujourd'hui, chaque élu dit sa position personnelle pour ou contre, mais j'ai envie qu'on puisse donner la parole aux Fontainois. Et que, donc je proposerai de faire un référendum en octobre 2020 sur ce projet-là. Et si la réponse des Fontainois est négative, de pouvoir proposer un projet alternatif où les hauteurs seront limitées à 4 étages, c'est la moyenne des immeubles dans Fontaine, et qu'on puisse faire aussi de l'habitat individuel sur ce quartier. Voilà, garder de la qualité de vie, ramener des espaces verts et pas faire des tours et du béton.
Alors Sophie Romera, vous l'aviez voté, ce projet, et il vous satisfait puisque vous l'avez voté ? On n'a pas voté pour l'instant, on n'a voté que la tranche 1. Il faut être déjà très précis là-dessus. Pour répondre à votre question, je crois qu'il faut déjà poser 2 choses. Il y a une première réalité qui est le phénomène de décohabitation. C'est valable à Fontaine, c'est valable à l'échelle nationale. C'est-à-dire que du fait de l'évolution de nos modes de vie, que ce soit des séparations, une mutation professionnelle, eh bien, il faut plus de logements. Plus petits. Et pour loger le même nombre que par le passé. Donc déjà, ça, c'est une première réalité. La deuxième chose qui me semble importante à prendre en compte quand on parle d'urbanisation, c'est l'urgence écologique. À l'échelle locale, il faut vraiment engager Fontaine dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences désastreuses. Il n'est pas responsable de mépriser cet enjeu qui est aujourd'hui au cœur des préoccupations des habitants. D'autant que les premières victimes seront toujours les plus démunies, donc il y a aussi un enjeu de justice sociale. Ceux qui n'y croient pas parlent d'écologie punitive. Nous continuerons à faire de l'écologie après les élections. Il ne faut pas se donner bonne conscience simplement en période électorale, mais il faut agir. En matière d'urbanisation, c'est donc lutter contre l'étalement urbain et donc reconstruire dans la ville, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Les ports du Vercors, effectivement, c'est un enjeu intéressant. Ça peut être un exemple d'urbanisme adapté aux enjeux climatiques. Et nous, ce qu'on veut en faire, c'est un exemple vraiment ambitieux en matière d'amélioration du cadre de vie. Mais on veut aussi y intégrer les habitants. Parce que quand on voit aujourd'hui le nombre de collectifs présents au conseil municipal, on voit le manque de concertation et le manque de dialogue et d'anticipation des problématiques d'urbanisation. Nous concerterons dès le début des projets et tout au long du mandat. Travailler à la mixité des habitats, pour une mixité des habitants, ça ne se décrète pas, ça se travaille en travaillant la qualité de la ville. Laurent Tovist, sur l'urbanisme de façon générale et puis sur les portes du Vercors. Oui, je vais commencer par les portes du Vercors. Moi, je ne comprends pas trop la position de Franck Longo parce que j'ai regardé ses votes. Quand il a voté le PLUI qui comprenait l'opération du port du Vercors, il a dit que c'était un excellent projet. Il a voté ensuite, il a écrit dans les colonnes de Fontaine Rive Gauche que c'était un excellent projet parce que ça permettait, j'y reviendrai, justement de ne pas densifier le reste de la ville. Ensuite, il a voté contre la participation de la métropole aux équipements de Port du Vercors, donc il s'assoit à peu près sur 11 ou 14 millions d'euros. Et puis hier soir, on avait l'autorisation environnementale et il a voté pour. Moi, je ne comprends pas bien sa position. Ce qu'il faut dire sur les portes du Vercors, moi, je suis totalement favorable à ce qu'on ait, et je l'ai demandé à plusieurs reprises, à ce qu'on ait une concertation avec la population et même un référendum. Par contre, il faudra expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y aura des coûts de sortie, pour Sassenage par exemple, où il y a moins de coûts de sortie que pour nous. C'était déjà chiffré à peu près à 11 ou 14 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 3 ans d'investissement de la commune de Fontaine. Je vous parle même pas des équipements publics qu'on vient de voter, 11 ou 14 millions d'euros aussi. Donc il faudra expliquer aux gens concrètement qu'on s'assoit sur plus de 30 millions d'euros et donc on ne fera plus rien pendant des années. Deuxièmement, moi, pourquoi je suis pour les portes du Vercors ? C'est parce qu'effectivement, je considère que c'est une chance historique de faire autre chose que ce qu'on a fait à Fontaine. Je vais faire le lien avec la question que vous me posiez. L'urbanisme à Fontaine, il est catastrophique. On colle des immeubles au milieu des petites maisons. On déstructure complètement des quartiers. Moi, j'avais attaqué le PLU, quand il était encore communal et je l'avais fait tomber parce que je considérais que c'était une catastrophe. Et aujourd'hui, et c'est là où je suis d'accord avec Franck Longo dans ses premières interventions, je pense que les portes du Vercors, c'est l'occasion d'avoir, pour une fois, un quartier pensé ensemble, un quartier qui soit pensé avec des enjeux environnementaux qui nous permettent de donner de la qualité à Fontaine. Nous avons très très peu de bâtis de qualité, on y reviendra après sur l'attractivité de la commune. C'est un des gros problèmes, parce que quand vous voulez venir habiter sur une commune, vous regardez un ensemble de choses, mais vous regardez quand même où vous habitez. Et donc si vous avez que des immeubles des années 60-70 qui sont des passoires énergétiques, ça ne vous incite pas à venir y habiter. Donc on a l'occasion de faire de ce quartier vraiment l'image d'un nouveau quartier et de tirer Fontaine vers le haut. Et puis, on a l'occasion, pour le coup, de desserrer les contraintes sur les autres secteurs. C'est-à-dire que là où on voulait faire des immeubles avant, parce qu'il faut quand même, Jean-Paul Trovero l'a dit, il a raison, il faut respecter la loi. Donc on a la loi qui est à la fois sur les pourcentages de logements sociaux, on a le PLH, etc., qui impose un certain nombre de constructions. Si on ne les fait pas sur Porte du Vercors, il va falloir dire aux gens où on les fait. Et les portes du Vercors, c'est l'occasion de desserrer les contraintes, de pouvoir laisser respirer les quartiers d'habitat individuels. On en a effectivement beaucoup sur Fontaine. Et donc, c'est l'occasion de remodeler un petit peu notre ville et puis de créer un nouveau centre
avec le cinéma, avec un pôle de loisirs où les gens pourront aller se balader, etc. On n'en a pas aujourd'hui sur Fontaine. On avait échafaudé des hypothèses autour du quartier de la mairie, autour de la place Maisonnat. Je crois qu'on fait tous le constat aujourd'hui que ça ne marchera pas et que donc le cœur de ville, ça peut être cette opération des portes du Vercors si nous savons le penser intelligemment. Et là, effectivement, il faut le faire construire avec les habitants. Il ne faut pas leur faire peur en disant qu'on va avoir des tours de 15 étages ou de 7 étages, ou etc. Pour l'instant, il n'y a rien d'arrêté. Donc il faut concerter sur les formes urbaines, il faut concerter sur la mise à nu des rivières. Ça peut être un excellent moyen de faire revenir de l'eau dans la ville. On s'appelle Fontaine, on a très peu d'eau dans la ville. Donc voilà, c'est un projet qui peut être bien pensé. Et nous, si nous sommes aux commandes, effectivement, on fera en sorte qu'il soit pensé dans l'intérêt écologique des habitants. Vous parliez de passoires énergétiques de certains immeubles. Est-ce que vous proposez de réhabiliter ces logements? Bien sûr, mais là-dessus, Fontaine, je dois le dire, est plutôt en avance. On a été parmi les premiers à faire les opérations mur-mur. Moi, j'étais à l'époque. Voilà, mais avant même la métropole, on avait engagé ça. Moi, je le rappelais, dans la majorité entre 2001 et 2008, on avait été un peu précurseur sur cette question. La métropole l'a repris dans un dispositif. Je crois qu'on est une des communes qui consomme le plus de crédits sur ces opérations, mais on est aussi une des communes où il y a le plus de besoins parce qu'on est une commune de la première couronne. Donc avec, j'évoquais mes grands-parents, Fontaine en 1920, c'était 2500 habitants. Voilà, donc ça s'est construit dans les années 50, 60, avec à l'époque des enjeux qui étaient des enjeux de mettre un toit sur les gens. Et voilà, on a ce bâti pas toujours de bonne qualité qu'il faut réhabiliter. C'est toujours vrai de mettre un toit sur les gens. C'est toujours vrai, mais c'était particulièrement à l'après-guerre. Moi, je suis satisfait de voir qu'aujourd'hui, Laurent Tovis est un farouche défenseur des portes du Vercors, parce que alors, il y a 10 ans en arrière, on pourrait ressortir. On ressortira. Tu as fait l'historique, moi je me rappelle. Oui. Je me rappelle que tu n'étais pas aussi enthousiaste. Et d'ailleurs, tu disais qu'on n'y arriverait jamais. Bon, aujourd'hui, on y est. Tant mieux. Je disais que ça prenait du retard parce que le premier chronogramme, monsieur le maire, disait la sortie de l'opération des portes du Vercors en 2014. Donc je ne me suis pas trop trompé quand je disais que vous prendriez du retard. On est en 2020, il n'y a toujours pas eu le premier coup de pioche. Non, mais on y arrive. Il reste encore à travailler sur ce dossier et avec les habitants. Oui, mais en plus. Donc moi, c'est ça on n'y est vraiment pas. Je ne comprends pas comment on peut dire qu'on ne travaille pas avec les habitants. Voilà, à chaque fois, c'est toujours le même motif. On doit travailler en chambre ou dans son bureau. La métropole ne travaille pas non plus avec les habitants, parce que c'est la métropole qui porte ce projet, je le rappelle quand même. Donc, bravo à la métropole pour ne pas faire de démocratie. Mais c'est pas ça la réalité. Le nombre de consultations. Moi, j'ai même... Là, dans votre programme, Mme Roméran, on va arpenter le terrain. Mais des arpentages sur les portes du Vercors, il y en a au moins 10 avec les habitants. Je dis au moins 10. Pas sur des sujets Si, avec des personnes qui sont allées voir, qui ont fait y compris d'ailleurs des arpentages de nuit. On a eu des discussions assez poussées et des concertations assez poussées avec les habitantes et les habitants. La dernière a eu lieu il n'y a même pas 6 mois, encore à la Salée de Montvigne, pilotée par la métropole. Je crois qu'il y a plus de 400 personnes ou 500 personnes qui ont traversé ces ateliers. Il y a eu des ateliers sur la métropole et sur les portes du Vercors. Donc, moi, je ne peux pas laisser dire que c'est tout n'importe quoi. Bon, après, M. Longo, je l'ai déjà dit que les toits de 7 étages ou de partout, ça n'existerait pas et ça n'existerait jamais. Aujourd'hui, on a un PLUI et on a la carte d'identité, et M. le Préfet nous l'a encore rappelé dernièrement, qui n'autorise que le 4 étages. Ça veut dire fait voter une délibération pour qu'on puisse passer au-delà des 4 étages. Mais et dans la présentation de la métropole affiche 7 étages sur les panneaux de juillet et de la Réunion de cette année. Mais ça, c'était... Donc c'est parti pour être des 7 étages. Sur certains endroits... Vous nous avez fait voter une exception sur le projet. Sur certains endroits, je vous ai dit qu'on verrait pour effectivement essayer de monter un petit peu ce qui dégage des espaces verts. Ou alors, je ne sais pas faire, on ne sait pas ce qu'on dit. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Donc, il va falloir être imaginatif. Sur les formes urbaines, il va falloir être imaginatif. Après, la ville de Fontaine, elle s'est construite au fil de l'eau. C'est vrai qu'il fallait un moment, c'était comme ça, c'était vrai dans toute la France, il fallait loger les gens. Donc, la ville de Fontaine, elle s'est construite sur le modèle de l'époque, qui était de mettre un toit sur la tête en urgence pour des familles qui n'avaient pas la possibilité de se loger dans les bonnes conditions. Et je rappelle, dans des conditions aussi économiques entendables. Parce que... Rappelons ça. Bon, nous sommes une ville ouvrière, on change, ça mute, et c'est bien. Ce que je veux dire aussi, c'est que moi, je ne suis pas d'accord quand on dit qu'aujourd'hui, on ne respecte pas le pavillonnaire et qu'on fait n'importe quoi. C'est totalement faux. Le PLUI, d'ailleurs, il a été construit avec la métropole
les services de la ville de Fontaine. Mais non, mais il a été construit sur le respect du pavé. Pas encore. Si, comment ça pour l'instant, tout ce qui s'est fait, c'est le PLU qui a été voté par la commune de Fontaine et qui a conduit, on le sait tous les Fontainois le savent, à mettre des immeubles au milieu des maisons. Je prenais l'exemple hier soir, juste à côté de chez moi, il y a 8 mètres d'écart entre 2 immeubles. Franchement, si c'est ça de l'urbanisme, il y a quand même un impensé de l'urbanisme dans cette commune. C'est-à-dire qu'on voit toujours les choses par le petit bout de la lorgnette, par la parcelle, et c'est pour ça, moi, que j'avais attaqué le PLU. On le voit par la parcelle, alors qu'il faudrait avoir une vision globale de la ville. Voilà. C'est pour ça que moi, je suis pour les portes du Vercors dans cette idée de vision globale. Et deux exemples de vision globale. Le quartier Bastille. Si ça, c'est pas une vision globale. Sous la pression de l'État. Non, avec l'aide de l'État. Pas avec l'aide de l'État. Donc là, s'il n'y a pas de vision globale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ce que vous appelez, hier, on a parlé de la SP2, on pourrait parler de la SP1. On ne sera plus ce que c'était avant. C'était des friches industrielles. C'était des fonderies, c'était du béton. Alors là, pour le coup, c'était des centimètres. Chaque centimètre était bétonné. Aujourd'hui, on a des projets sympas, où on a de la vie associative. C'est un bon exemple, la SP. Vous n'avez pas mis un seul arbre. Vous n'avez pas mis un seul arbre. Vous dites que c'était du béton. Aujourd'hui, c'est encore pire. Non. Cet été, qu'il y avait la canicule, vous allez là-bas, c'est une fournaise. Vous n'avez pas planté un seul arbre sur cet espace. Bien sûr que si. Bien sûr que si, on ira ensemble. Sophie Romera, vous souhaitez verdir la ville. Ça passe aussi évidemment par une meilleure constructibilité. Et puis la ville, elle est déjà quand même très verte. On a parlé de tous ces parcs. Oui, enfin, elle est très verte. L'idée d'engager la ville sur la transition écologique, c'est pas se satisfaire du bilan du passé. Soyons clairs. C'est à la fois lutter contre la précarité énergétique sur les bâtiments communaux et engager un véritable plan, une véritable programmation de rénovation thermique des bâtiments. C'est aussi parce que dans les bâtiments communaux, on a les écoles. Et ça c'est une de nos priorités de mandat, de faire des écoles un bon exemple en rénovant 3 écoles sur le mandat, l'école Robespierre, l'école Cachin, l'école Langevin, en supprimant l'amiante. Je vais terminer, merci. En retravaillant les cours d'école avec les enfants et en y mettant justement de la verdure, en le travaillant avec les enfants, avec les enseignants et avec les parents. C'est effectivement recréer les conditions de la nature en ville. Une ferme urbaine, des jardins partagés, planter des arbres, parrainés par les enfants de la ville. C'est aussi lutter contre les moustiques en mettant en place la biodiversité, parce que les moustiques à Fontaine comme ailleurs, c'est aussi un fléau. Et donc de créer des îlots de fraîcheur et de lutter contre la chaleur. Moi, je voudrais revenir aussi, parce que si, je vais terminer quand même là-dessus. Les exemples qu'on a aujourd'hui, monsieur le maire, hier, se gargarisait en conseil municipal des 2 parcs. Parc Maisonnat, pour l'instant, il n'existe pas. Le parc Jean Jaurès, qui aujourd'hui est jaune. Moi, je mets au défi les habitants de trouver un brin d'herbe dans ce parc. Il est renfermé sur lui-même. Il devait faire partie d'une trame verte et bleue. Aujourd'hui, rien du tout. Il est ouvert. Il a de la pierre, des copeaux de bois et des grains de sable jaunes. Je suis désolée, ça n'est pas... Des arbres, vous en avez supprimé 5. On en a mis plus que ce qu'on a. Vous en avez supprimé 5. Avec des malades. Donc ça, c'est une première chose. Et je voudrais quand même faire une remarque sur la concertation des ports du Vercors. Moi, je souhaitais, en tant qu'élu à la démocratie participative à l'époque, que la concertation ait lieu sur des choses un peu plus, sur une marge de manœuvre un peu plus intéressante que les nichoirs à oiseaux, ce qui n'enlève rien, mais tout s'est fait autour de ça. À partir du moment où j'ai demandé à ce que ça évolue, d'ailleurs, monsieur le maire, vous m'aviez dit que vous vouliez que je sois ambitieuse là-dessus, mais oui, mais c'est ça. J'ai été retirée du comité de pilotage des ports du Vercors. C'est une réalité. C'est faux. Non, c'est une réalité. En projet, on va dire, connexe à ces portes du Vercors, il y a ce métro-cap qu'on évoquait dans la carte postale qui devrait normalement voir le jour. Les choses se sont accélérées là. Ces derniers jours, qui devraient voir le jour en 2023, réalisé par Poma. Donc, il sera pratiquement voisin sur cette opération. Retour aux sources. Franck Longo, c'est un atout pour la commune, ce futur équipement qu'on peut classer dans les déplacements doux. Ça peut être un atout, effectivement. Alors moi, sur le principe du cap, je suis pour. On a besoin d'avoir des moyens de transport qui soient aujourd'hui de plus en plus écologiques. On tend vers ça. Sauf que malheureusement, dans le métro-cap de Fontaine, j'ai lu les études qui nous sont proposées par la métropole. C'est quand même un projet à 58 millions d'euros en investissement et 2,5 millions en fonctionnement. Donc c'est un projet qui va être coûteux. Et on sait très bien qui paye au final, sont toujours les mêmes, sont les habitants. Et malheureusement, dans ces études de la métropole, je n'ai pas trouvé des justificatifs qui me permettent de dire que ce transport par câble va être utile. Moi, je vote pour un transport par câble si on me dit que ça enlève un certain nombre de voitures et que ça diminue la pollution. Et malheureusement, l'investissement
qui est très coûteux, en face, j'ai pas vu les retombées. Moi, j'ai plutôt l'impression que les déplacements dans l'agglomération grenobloise se font dans les vallées, de Grenoble à Voiron, de Grenoble à Chambéry, mais pas forcément de Fontaine à la Presqu'île, à Saint-Martin-le-Vignoux. Et d'ailleurs, la métro nous dit dans ses études que potentiellement en 2035, si chacune des communes construit, ça sera peut-être assez utilisé. Donc moi, j'ai quand même un gros point d'interrogation sur ce projet. Oui, je suis pour le câble, mais il faut qu'on me démontre que si on met 60 millions d'euros, c'est quand même un budget colossal, ça soit utile derrière. Et malheureusement, je ne l'ai pas trouvé dans ce projet-là. Et je pense qu'on a trop voulu faire du câble pour faire du câble. Sophie Romera, même constat ou poussé Sur le métro-câble ? sur le métro-câble? Non, pas du tout. Pas du tout. Le métro-câble, moi, ça me paraît être un enjeu intéressant en termes de mode de déplacement doux, mais ça s'intègre dans un raisonnement global de la commune. On ne peut pas mettre le métro-câble et puis derrière, élargir la 480, ne pas pacifier l'avenue du Vercors, avoir un entonnoir à l'arrivée de la Poya. Il y a un moment, s'il y a un projet d'ensemble qu'il faut repenser, c'est pacifier la ville, c'est travailler les modes de déplacement doux, c'est partager la route en toute sécurité. Parce que l'insécurité, justement, des modes de déplacement doux, à la fois pour les piétons, pour les cycles, le premier frein, c'est la sécurité. Voilà, c'est le fait qu'il n'y a pas d'aménagement aujourd'hui sur la commune qui permettent d'engager ce changement de pratique. Jean-Paul Trovero, les pistes cyclables, elles sont assez peu sécurisées, mis à part le long du Drac. C'est une véritable question. La question, c'est de savoir qui c'est qui doit les sécuriser. Est-ce que c'est la commune ou la métropole qui en a la compétence? Bon, déjà, remettons déjà les choses à leur place. C'est pas faute d'avoir demandé, hein, de sécuriser, de mailler les réseaux cyclistes, les réseaux cyclables sur la ville de Fontaine. C'est pas faute d'avoir écrit, comme je l'ai encore dit hier en conseil municipal, à monsieur le président de la métropole, Ferrari. J'ai les courriers, hein, je pourrais les lire ici, mais ça prendrait beaucoup de temps. Pour dire, mais attendez, sur ce mandat, il n'y a pas eu d'investissement sur les pistes cyclables, sur le maillage cyclable à Fontaine de la part de la métropole. On a fait les réserves foncières, on a proposé des tracés, on a proposé des connexions. Alors je sais que c'est le dada de M. Tovis de dire il faut connecter la future chrono-vélo. Bon, la future chrono-vélo, on n'a jamais dit qu'on la voulait pas. J'ai toujours dit qu'il la fallait. Sauf que nous avons tout fait pour ne pas la faire arriver là où les Grenoblois avaient décidé qu'elle arrive. C'est pas du tout la même chose. Parce que quand on est Grenoblois et qu'on dit à la ville de Fontaine, c'est là qu'elle doit arriver, encore faut-il que la commune, elle soit, concertée. Là, on ne parle pas de la concertation. Madame Montméra, qu'on a pu avec la métropole, il n'y en a pas eu. Mais dans le PLU de Grenoble, il est inscrit qu'elle devait arriver à un endroit qui s'appelle le pont du Vercors. Aujourd'hui, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas apaiser l'avenue du Vercors, puisqu'elle a besoin d'être apaisée. Et nous en sommes tous d'accord. Et d'ailleurs, la métropole travaille avec la ville de Fontaine pour sécuriser les carrefours et faire des aménagements, y compris sur les trottoirs, parce que là, il y a du travail à faire. Mais quand on est en train d'avoir l'AREA, à la demande de la métropole et de la ville de Fontaine, et des autres communes aussi, qui organise à nouveau les mobilités voitures sur le pont du Vercors, avec un véritable tourne à gauche pour aller en direction de Lyon et tourne à droite pour aller en direction du sud, et que ce sont ce que les habitants de Fontaine attendent depuis une décennie, pour ne pas dire plus. Alors on fait des travaux, on concerte, on dit oui, c'est ce qu'il faut, c'est demandé par la population, et tout d'un coup, parce que certains veulent faire arriver la chrono-vélo sur le pont du Vercors, eh ben on met l'avenue du Vercors en sens unique. C'est-à-dire qu'on fait tout le contraire de ce que les gens y veulent. Il y a d'autres tracés possibles, il faut aller à la Poya. À la Poya, ça sera un pôle d'échange multimodal. Il n'y aura pas que le métro-câble. On pourrait en venir. En tout cas, moi, je suis un farouche partisan du métro-câble. Et le maire de Fontaine s'est battu pour que le métro-câble y reste, comme d'ailleurs pour les portes du Vercors, avec l'aide de la population. Mais le pôle multimodal, la chrono-vélo, elle arrive à la Poya. Il n'a jamais été question que ça soit remis en question. Donc, on est bien sur des grands axes de mobilité douce. Il y a le tram aussi. On oublie qu'à la Poya, il y a le tram. Dans ce pôle d'échange multimodal, que le CMTC, le SMAG maintenant, porte avec la métropole 3 millions d'investissements. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose. Et c'est vrai que ce n'est pas lié uniquement avec les ports du Vercors, tant mieux s'il y a une liaison et une connexion, mais c'est un lien aussi avec le fait que, par exemple, la presqu'île scientifique est isolée, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il n'y a qu'une ligne de tram qui arrive. Là, ça va aussi rendre service, ce métro-câble à la presqu'île scientifique. Ça va rendre service à la ville de Saint-Martin-le-Vignoux.
C'est un moyen très peu onéreux, contrairement à ce qu'a dit Monsieur Longo, là, par rapport à une voie de tram. C'est moins cher que du tram. Bah oui, mais ça reste un budget, quand même, 60 millions d'euros. Non, mais ça reste un budget, mais ça permet de franchir 2 rivières, 2 autoroutes, une voie ferrée, et un tour en 15 minutes. Et ça répond en mobilité, parce que dans les cabines métro-câble, il y aura les vélos, en plus des usagers. Oui, moi, je voudrais revenir sur le métro-câble. Je pense qu'effectivement, Jean-Paul Trovero l'a dit, il faut le voir dans une logique d'agglomération. C'est-à-dire, il faut le voir comme une liaison entre les 2 lignes de tram, comme une liaison avec la presqu'île scientifique. Mais je rajouterais que c'est un élément d'attractivité pour les ports du Vercors. Parce que, bien évidemment, si on veut faire venir de nouvelles populations, et moi, j'en parlerai dans la partie attractivité, je veux faire venir de nouvelles populations à Fontaine, parce que je pense qu'il faut qu'on ait un équilibre au niveau des populations. C'est un élément d'attractivité. Mais je voudrais revenir sur le vélo, parce que ce n'est pas l'histoire qui a été racontée. L'histoire qui a été racontée, c'est que quand la métropole a saisi la ville de Fontaine a décidé de faire passer la chrono-vélo sur l'allée des Balmes. Pourquoi ? Parce que ça ne concerne aucun cycliste. Moi, je suis cycliste. Je vais tous les jours, j'emprunte cet axe tous les jours. Voilà. Je peux vous dire qu'il n'y a aucun cycliste qui fait le détour par l'allée des Balmes pour aller dans le centre-ville de Grenoble. Et c'était la lubie de Jean-Paul Trovero. Pourquoi ? Parce qu'il veut il veut enlever le moins de place possible à la voiture. Donc il avait trouvé l'endroit où ça gênait le moins. Aujourd'hui, j'entends parler de l'avenue de la Liberté, qui pour moi est beaucoup plus intéressante. Mais la réalité, c'est celle-là. Donc il a tout bloqué avec son raisonnement. Et puisqu'on parlait de concertation, moi je lui avais dit, mais si tu veux, à ce moment-là, tu ouvres la concertation avec les Fontainois, mais tu ouvres la concertation avec les Fontainois qui font du vélo. Mais ça a été fait. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur le classement qui est sorti par la FUB, Fontaine est la pire ville de l'agglomération pour la pratique du vélo. Moi, je peux vous garantir que quand j'emmène mes enfants à vélo, parce qu'il n'y a pas que moi qui fais du vélo, on essaye au maximum de favoriser les mobilités douces. Quand on les emmène de chez nous à la MJC, c'est le coupe-gorge. Quand vous devez prendre la rue Ambroise-Croizat avec des enfants, franchement, il faut être un peu suicidaire, quoi. Donc non, il ne s'est rien passé sur la politique du vélo. Et ça, c'est votre responsabilité, monsieur le maire. Je suis désolé. Sophie Romera. Oui, par rapport au vélo, moi, il y a quelque chose que vous venez de dire, monsieur Trovero, qui pour moi devient inaudible. C'est pas moi, c'est la métropole. C'est pas possible. Vous êtes... Le conseil métropolitain, c'est 100% d'élus communaux. Vous étiez à la métropole. Vous avez même fait partie de la majorité. Donc ça, c'est plus entendable. En plus, ce que j'entends... Bah oui, justement. Ce que j'entends aussi, c'est... Vous êtes contre Grenoble, mais vous êtes contre Grenoble. La position, c'est ça ou c'est d'être pour les Fontainois ? Moi, ça me pose quand même question. L'idée, c'était de ne pas répondre aux besoins de Grenoble. Mais moi, je m'en fous de Grenoble. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de répondre aux Fontainois, mais d'avoir une logique métropole et de travailler l'intérêt métropolitain. Mais bien sûr. La problématique, c'est que cette chrono-vélo, elle passe par Grenoble. Et que donc, il y a un lien entre ce que veulent les 2 villes. On est d'accord. On est d'accord. Je voudrais juste terminer ma prise de parole, s'il vous plaît. Monsieur Trovero, s'il vous plaît. Est-ce que je peux terminer ma prise de parole ? Ils disent où ils arrivent avec leur chrono-vélo. Allez-y, Sophie Romera. Merci, monsieur Trovero. Décidément, vous savez, il y a un gros travail encore à faire en termes de respect des femmes en politique, et le sexisme, on le voit aussi là tout de suite. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Concernant la métro-vélo, donc effectivement, il y a un lien à faire avec Grenoble, mais l'idée, c'est d'être pour les Fontainois, pas d'être contre Grenoble. Alors c'est ça que j'ai entendu de votre bouche. Ce que j'ai entendu, c'est contre la métropole. Concernant la concertation des Fontainois, il y a eu une concertation. Moi, j'ai piloté 2 ateliers déplacement. Il y avait beaucoup de cyclistes. C'était pas un atelier spécial cycliste, contrairement à ce qu'on pourrait maintenant essayer de dire. Absolument pas. Les cyclistes ont priorisé l'avenue du Vercors. Sauf que le maire et les techniciens, qui étaient évidemment... Jusqu'à nous, Sophie. Ah ben... Moi, je peux te dire, il n'y a pas eu d'information. Je ne sais pas si il y avait des réunions publiques. C'était une réunion publique. Et il y a eu des comptes rendus. Ils ont favorisé, ils ont privilégié l'avenue du Vercors. Sauf que ce soir-là, on leur a dit « Ah non, ça, c'est juste pas possible ». Alors, du coup, ils ont dit « Bon, bah alors, liberté ». Mais ce n'était pas choisi, ce n'était pas le premier choix. Alors aujourd'hui, on essaie de nous dire qu'il faut passer par Cessigné pour rentrer dans Fontaine. Il y a un moment, je crois qu'il faut être réaliste. Nous, l'avenue du Vercors, on veut s'en occuper. Et on veut requalifier complètement cet endroit-là. On veut engager la rénovation des trottoirs. On veut aménager effectivement une chrono-vélo, tout en maintenant une voie de circulation automobile. Et non, monsieur Trovero, contrairement à ce que vous avez dit, ça n'est pas la fin du stationnement gratuit. On veut y planter des arbres. On veut travailler à lutter contre la pollution dans ce secteur qui est
importante et qui ne va pas s'arranger avec l'élargissement de la 480. On veut retravailler, et j'en termine là-dessus, l'entrée de ville et la dynamique commerciale, parce que toutes les études, à petite ou à grande échelle, démontrent que c'est en introduisant les modes de déplacement doux et en les favorisant dans les quartiers que l'on travaille justement la dynamique commerciale. Alors, il y a un autre enjeu qui joue sur l'attractivité de la ville, c'est la sécurité publique. L'image de Fontaine n'est pas très bonne dans ce domaine. Franck Longo, vous proposez d'installer des caméras de vidéoprotection, vidéosurveillance ? Alors, effectivement, Fontaine souffre quand même d'une mauvaise image sur la sécurité. Je vais juste vous citer quelques chiffres. Les violences aux personnes à Fontaine, c'est 15 cas pour 1000, alors que la moyenne en Isère, c'est 8%, et c'est la même moyenne en France. Les vols et dégradations, c'est 65 pour 1000, alors qu'en Isère, on est à 38 pour 1000, ou en France, 30 pour 1000. Et on voit bien que là, les actes de délinquance sont 2 fois plus élevés à Fontaine qu'ailleurs. Pareil, le budget sécurité, aujourd'hui à Fontaine, c'est 700 000 euros, c'est 2,3% du budget global. Et donc on voit bien que ce n'est pas une priorité. En 2014, Jean-Paul Trovero a été élu, il a nommé 10 adjoints. Aucun des 10 adjoints n'est un adjoint à la sécurité. On a simplement nommé un conseiller délégué. D'ailleurs, ce qui est drôle à voir, c'est qu'aujourd'hui, ce conseiller délégué a démissionné depuis décembre pour quitter la majorité et qu'on n'a aucun nouvel élu qui est en charge de la sécurité à Fontaine. Alors moi, effectivement, ce que je propose, c'est d'agir vite et fort pour changer cette image de Fontaine. Il faut agir sur les moyens humains. Donc on proposera de rajouter des policiers supplémentaires et bien sûr rajouter des moyens matériels. On a besoin d'avoir un système de caméras qui soit performant sur la commune. Moi, je propose l'installation de 60 caméras. C'est un coût de 400 000 euros, dont 100 000 euros peut être subventionnés par l'État. Puisqu'aujourd'hui, on le voit, on a tous les types d'insécurité. On a des infractions sur la circulation, on a des véhicules qui passent extrêmement vite sur nos routes et sur nos avenues. On a aussi des lieux sensibles qui sont squattés où la délinquance s'est installée, des lieux de deal, de drogue, et on doit absolument lutter contre ça. Je vais parler aussi rapidement des tags. Il faut qu'on puisse les effacer le plus rapidement possible. Sur les dépôts sauvages, c'est pareil. Il faudra surveiller les points de dépôt. Malheureusement, dans Fontaine, on a plusieurs points où les gens, malheureusement, se débarrassent, ou quelquefois les artisans. Et il faudra absolument sanctionner ces comportements et être totalement ferme là-dessus. Sinon, on n'arrivera jamais à changer cette image de Fontaine. Parce que malheureusement, à chaque fois qu'on parle de Fontaine dans les journaux, c'est pour ces faits de délinquance. Donc on doit absolument mettre le paquet là-dessus et changer ça. Sophie Romera, la vidéosurveillance, ce n'est pas forcément l'outil plébiscité par Europe Écologie Les Verts, notamment, qui vous soutient. Pas qu'Europe Écologie Les Verts. Sur la question de la vidéosurveillance, nous, on gardera l'existant, mais on analysera l'efficacité des caméras de vidéosurveillance. Il faut quand même savoir que jusqu'à Vous doutez de cette efficacité ? Oui, j'en doute. Je crois que ça rassure les habitants, mais j'en doute, oui, parce que toutes les études en Europe démontrent, en fait, que ça résout entre 2 et 3% des affaires. Donc oui, j'en doute. Pour autant, nous comprenons que ça peut participer à rassurer les habitants. Donc nous n'enlèverons pas l'existant. L'idée, c'est pas de défaire, mais on re-questionnera l'efficacité de ces dispositifs, puisque, rappelons-le, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il n'y avait personne derrière ces écrans-là. Nous, ce qu'on favorise, c'est la présence sur le terrain, à pied, à vélo et aussi en voiture, parce que la dernière fois, on m'a expliqué Monsieur Trovero m'a dit que nos agents allaient trimballer les contrevenants sur leur porte-bagages, donc notamment, voilà, non, j'ai pas dit uniquement, notamment, mais nous privilégions, ben oui, mais c'est toute la différence, les mots ont un sens. C'est toute la différence. Nous privilégions la présence sur le terrain des agents municipaux de police municipale. Nous voulons aussi augmenter le nombre de médiateurs, d'éducateurs de rue, les sectoriser pour mieux connaître les quartiers et puis être identifiés de la population. Évidemment, il s'agira aussi de travailler en étroite collaboration avec la police nationale et la justice pour la prévention pour lutter contre la délinquance. C'est là notre différence. Nous, ce que l'on souhaite, c'est intégrer les Fontainois dans la reconquête de l'espace public. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire organiser des marches nocturnes avec la police municipale, la police nationale, les élus, les habitants, mais aussi des marches exploratoires spécifiques avec des femmes, avec des personnes en situation de handicap et puis avec toute personne volontaire pour vivre avec elles le quotidien de ce qu'elles vivent dans ce cas-là et leurs attentes en matière d'aménagement des trottoirs, des pistes cyclables, mais aussi de propreté parce qu'il faut le dire, c'est aussi facteur d'insécurité. Un autre axe aussi qui est dans nos propositions, c'est d'expérimenter du mobilier urbain
pour se reposer, se rencontrer, pourquoi pas se restaurer, des guinguettes dans les parcs. Tout cela participe de la reconquête de l'espace public. Nous pensons qu'il n'y a pas que la répression qui participe à la tranquillité. Il y a aussi la prévention et le partage de l'espace public. Nous ne sommes pas fatalistes. Tout cela participe à la qualité de la ville. Laurent Tovist, si vous êtes élu maire, comment allez-vous vous y prendre pour améliorer la sécurité publique? Vous savez, moi, je suis un pragmatique. Donc, je regarde les choses. Si elles marchent, je les maintiens. Si elles ne marchent pas, je les modifie ou je les remplace. Donc, moi, la vidéosurveillance, j'ai aucun problème avec. Simplement, je pense qu'il faut aller bien au-delà de ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire faire de la vidéo-verbalisation. Parce que des caméras qui surveillent pour surveiller, ça ne sert à pas grand-chose. Mais je suis assez, comme Sophie, sur avant tout la présence sur le terrain. Aujourd'hui, vous avez deux phénomènes d'insécurité. Vous avez l'insécurité liée à la délinquance, qui est plutôt un travail à faire en lien avec la police nationale. C'est les réseaux de drogue qu'on a. Et là-dessus, Sophie, je suis désolé, mais la reconquête de l'espace public, un des plus gros points, un des plus gros foyers de délinquance, c'est la place Maisonnat. On ne peut pas dire que ce soit un espace déserté. Donc ça ne suffit pas. Donc là, il faut lutter contre les trafics, sans relâche. Mais ce qui pourrit la vie des Fontenois, c'est tous ces phénomènes d'atteinte à la tranquillité publique. Moi, je le disais, j'habite à côté du boulevard Ambroise-Croizat. Ce week-end, il y avait des voitures qui démarraient en trombe, qui passent à plus de 120, 140 en milieu urbain. Voilà. Donc, moi, j'ai mes enfants qui traversent pour aller à l'école. Voilà, c'est ça qui est pas possible. C'est ces rodéos dans les quartiers, c'est toutes ces atteintes finalement au quotidien des gens. On parle là de gens qui subissent un enfer permanent. La place Maisonnat, moi je sais pas comment les gens font encore pour y habiter. Et pourtant, on a des caméras et on a notre poste de police municipale à quelques mètres de là. Voilà. Donc c'est avant tout, je crois, une histoire de volonté politique. On a les outils aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Monsieur le maire s'était engagé en début de mandat sur 14 postes. Il n'y est pas arrivé et encore, il les a surtout augmentés sur la fin du mandat. Donc ça veut dire qu'on a fait tout le mandat avec un nombre de policiers municipaux ridicule qui ne leur permettait pas d'intervenir sur l'espace public. La vidéosurveillance, on en a parlé, c'était surtout des caméras, mais qui filmaient des choses, mais on s'en servait pas. Moi, il y avait une concertation là-dessus, j'avais dit, mais pourquoi on ne fait pas de la vidéo et verbalisation? C'est pas le choix qu'on a fait à Fontaine. Eh ben, c'est le choix que nous ferons. Parce que nous considérons que tous les moyens doivent être mis en œuvre pour lutter contre tout ce qui pourrit la vie des gens. Un dernier point, nous, on a commencé cette campagne municipale par aller sur le terrain. Donc, on n'a pas fait des réunions publiques où ne viennent que les gens habitués. On a été sur le terrain, à la sortie des écoles, dans l'espace public. On a dit aux gens quels sont les points forts et les points faibles de la ville de Fontaine. Dans les points faibles, à 100%, c'est l'insécurité. Voilà. Donc, c'est la préoccupation numéro 1 des Fontenois. Si on ne résout pas ça, c'est pas la peine de se présenter à l'élection. Jean-Paul Trovero, vous convenez de ce constat sur le sentiment que peuvent avoir les Fontenois par rapport à l'insécurité de la commune? Vous avez employé le bon terme. Le sentiment d'insécurité, il existe. La réalité, elle existe aussi. Je peux dire qu'il n'y a pas de délinquance à la commune de Fontaine. Vous ne contestez pas les chiffres que Franck Longo citait tout à l'heure? Moi, je les ai, les chiffres évolutionnels de délinquance, je les ai ici. Ça dépend. Le pourcentage, ça veut tout dire et rien dire. Moi, quand je vois que des vols à main armée sur Fontaine 2019-2020, 0. Alors 2020, on commence. 2019, 0. Alors moi, vous voyez ce que je veux dire? C'est 0%, là, M. Longo. Quand on voit, par exemple, les vols d'automobiles, 2019, 4. Bon, alors on peut dire c'est du 100%, c'est du 200%. Combien il y en avait avant? Il y en avait eu 3. Alors bon, bien sûr, quand on passe de 3 à 4, on a en pourcentage des... Bon. Des voitures qui brûlent à côté de la roseraie, c'est les incendies volontaires, donc 11 en 2019. Voilà, 11 véhicules. Un par mois. Non, 4 voitures le même jour, c'est 4. Bon, bref, ça fait 4 le même jour. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, les problèmes existent. C'est un phénomène d'agglomération. Ce n'est pas qu'un phénomène propre à Fontaine. Moi, j'ai suivi les débats attentivement. Et Chirol a eu exactement les mêmes attaques des uns et des autres. Vous êtes même à Saint-Égré, vous avez les attaques. Saint-Martin-d'Air, on n'en parle pas. Et Grenoble, on verra ce qui va se dire. Il faut être cohérent. La police nationale, elle fait ce qu'elle peut. La gendarmerie, quand c'est son territoire, elle fait ce qu'elle peut. Mais il n'y a pas des moyens humains. On regarde tout ça. La ville de Fontaine, on fait quoi? Prévention, dissuasion, répression. C'est ça le triptyque. Dans ce mandat, ça a été ma priorité. Ma priorité. Alors j'ai bien entendu dire que on peut en parler, les policiers municipaux. 6 quand je suis arrivé. Aujourd'hui, ils sont 13. On avait dit 14. On n'a pas le dernier. Je vais expliquer pourquoi, mais peu importe. Je vais expliquer pourquoi, Laurent. Je vais expliquer pourquoi. Vous allez écouter ce que je vais dire, au moins pour une fois.
On a fait aussi quatre recrutements d'agents de la sécurité de la voie publique pour justement rendre plus facile les missions de la police nationale, municipale, qui est en lien avec la police nationale. Et on a signé tout un tas d'accords, y compris avec la justice. On oublie souvent que dans le triptyque aussi, il y a la justice. Il ne faut pas parler que de la police. La justice aussi joue un rôle important. Et je suis très satisfait de la collaboration que nous avons sur Fontaine avec la police nationale et la justice, qui nous aident énormément. Et aussi satisfait des habitants qui savent reconquérir des terrains, la reconquête républicaine de terrain. Et on a vu ce qui s'est passé sur Cachin. Pourquoi aujourd'hui on a des difficultés à pourvoir les policiers municipaux? Toutes les communes n'arrivent pas à pourvoir en policiers municipaux le nombre de postes qui sont ouverts. Toutes les communes. C'est pas propre à Fontaine. Parce que les postes sont là, mais il n'y a pas les candidats. Il n'y a pas les candidats. Ou il y a des difficultés à pouvoir avec les candidats. Toutes les communes ont le même raisonnement. Le triptyque vidéoprotection, vidéosurveillance, vidéo-verbalisation, tout le monde en est d'accord. Enfin, en tout cas, moi, je défends cet aspect-là de la question. Et même nos habitants, parce que lors d'un débat au conseil municipal sur le sujet, je crois qu'il n'y a pas un habitant, ou très peu ont été les habitants qui nous disent, à part toujours l'éternel problème, et on a une commission d'éthique à Fontaine, c'est de dire, j'ai quand même qu'on respecte ma vie privée, qu'il y ait de l'éthique. Il y a de l'éthique. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut rediriger les images en direction du poste de police nationale qui est d'accord pour ça. Tout le monde, et la métropole, je crois, va commencer à rentrer dans le système avec la fibre optique qui permet ça. Tout le monde en est d'accord. C'est pas un moyen, 2 moyens, 3 moyens, c'est un nombre incalculable de moyens, il faut être aussi innovant, un nombre incalculable, mais à chaque fois, la présence sur le terrain, elle est indispensable. Nous avons mis des médiateurs de nuit, il n'y en avait pas, ou il n'y en avait plus, on les a remis sur le terrain. Oui, mais 3. Mais oui, mais faites les additions, Madame Romero. Tout à l'heure, vous avez dit, on va faire 3 rénovations de groupes scolaires. Mais enfin, bon, ça fait sourire mon collègue là. On connaît les finances. On sait très bien qu'un groupe scolaire, au minimum, c'est 5 millions, 15 millions dans le même mandat. C'est pas vous qui nous avez expliqué 15 millions dans le même mandat. Finalement, on avait retrouvé une santé financière et que donc on était en capacité d'emprunter. 15 millions d'investissements dans un mandat. Enfin, on en reparlera. Après, qu'est-ce qui se passe encore 15 millions, je suis gentil. Il faut mettre des moyens. Les moyens financiers, on les a mis. C'est 700 000 euros par an. Et puis, quand on dit que 3, plus les policiers municipaux, 40 000 euros par agent, quand même, un policier municipal. Donc, des médiateurs, c'est pas n'importe quoi. On travaille toujours avec l'Agile, on travaille toujours avec des structures qui sont là pour faire de la médiation. On a des points d'accès au droit. Et je le dis aussi parce que je peux le revendiquer. On peut faire un certain nombre de reproches. Mais le maire de Fontaine est sur le terrain, y compris la nuit. Moi, j'ai pas besoin de faire 14 reportages de nuit, etc., parce que je le fais déjà. Je l'ai toujours fait, je continue à le faire. Et je ne suis pas le seul à le faire, d'ailleurs. Parce que rien ne remplacera jamais le contact, et rien ne remplacera jamais les discussions qu'on peut avoir sur le terrain avec les jeunes. Alors, il y a des délinquants, c'est pas facile, hein, je reconnais, d'autant plus qu'ils ne sont pas forcément fontainois, et que c'est compliqué. Mais dans les revendications que nous portons... on peut parler que le vecteur principal, sont les transports, et en particulier le tram, qui déplace les populations, qui nous crée des soucis sur toutes les communes, aussi bien à Saint-Égrève avec l'arrivée de la Ligneux, qu'à Pont-Clé ou qu'à Fontaine. Et Chirol aussi. On voit bien. Bon, une police des transports, pour le coup, la métropole, le SMAI, elle doit s'engager là-dedans. Je suis partisan pour y aller avec cette police des transports. Parce que le policier municipal, aujourd'hui, on fait des patrouilles mixtes. Police nationale, police municipale. Ça n'existait plus. Avec l'arrivée de la dernière des DDSP, Madame Le Calonnet, que je salue, puisqu'elle vient de nous quitter, en tous les cas, nous avons réussi à remettre des équipes mixtes sur le terrain. On a même des équipes qui ne sont pas que mixtes, qui sont triples. Les contrôleurs de la Cimitaille, la police nationale, la police municipale, nous montons dans les transports en commun. Sauf que la police municipale de Fontaine, quand c'est plus son territoire, elle descend. Et c'est là qu'on a un vrai problème. Donc, mettons des moyens en commun. Moi, je pense que la métropole, elle doit aussi s'emparer pleinement de cette... Elle a la prévention de la délinquance. Il faut qu'elle rentre aussi, maintenant, à aider les communes en sécurité. Franck Langlois, un petit mot là-dessus, sur ces pistes. Est-ce que vous partagez aussi ces solutions ? Sur la sécurité, il faut être extrêmement ferme. Oui, il faut des moyens supplémentaires, des moyens humains. Il faut que les policiers soient sur le terrain. Il faut que les policiers aillent dans les halls d'immeubles. Mais il faut aussi des moyens techniques. Les caméras, ça marche. Moi, je suis dans une commune. Dans mon travail, on a installé des caméras. Et quasiment... Sur la commune de Moiran. Sur la commune de Moiran. Une enquête par semaine est résolue grâce aux caméras. Ça fonctionne. Et aujourd'hui,
même si ça ne résoudra pas tout. Il ne faut pas être dupe. La délinquance, il y en a partout et la délinquance zéro n'existe pas. Mais par contre, c'est envoyer aussi un signal fort aux délinquants en disant vous n'êtes plus le bienvenu à Fontaine. Voilà, il faut mettre le paquet là-dessus, que ce soit en termes humains, en termes techniques. Et je crois que Fontaine souffre vraiment de cette image-là. Quand on parle de Fontaine à l'extérieur, les gens nous parlent en premier lieu de la sécurité. Et pour moi, c'est la priorité absolue. Et quand on voit qu'il y a seulement 2,3% du budget qui est consacré à la sécurité, non, on n'a pas fait de la sécurité à Fontaine une priorité. Ceux autour de la table le disent. Ils ont d'ailleurs tous les trois fait partie de la majorité à un moment donné à Fontaine. Mais personne, je dis bien personne, n'a fait de la sécurité à Fontaine. Et aujourd'hui, il faut qu'on mette le paquet là-dessus. Vous avez voté à l'époque, M. Longo, les premières caméras de vidéosurveillance. Je vous signalerai qu'actuellement, parmi les 2 points, il y a des caméras de vidéosurveillance, c'est la place Maisonnat et c'est les Fontainades, et c'est là où il y a les trafics de drogue. Donc voilà, c'est tout. Simplement, il faut. Moi, je suis assez d'accord sur le fait. Que c'est un ensemble de mesures qui marchent. Voilà, les caméras, si elles sont utilisées intelligemment, ça marche. Si c'est des caméras toutes seules qui servent à rien, ça ne marche pas. Donc il ne faut pas avoir comme ça des hobbies. Moi, je suis pour les caméras mobiles. Je suis pour qu'effectivement... Vous avez raison, M. Tovist. Il faudra que les caméras soient mobiles parce que la délinquance, elle se déplace. Bien sûr. Il faut s'adapter à la délinquance, mais j'ai jamais dit le contraire. On les a, les caméras mobiles, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a une caméra mobile. Le maire de Fontaine, il dit, tiens, puisque j'ai été interpellé par les habitants de la Poya, il y a de l'incivilité. Et puis, il y a des personnes qui prennent le sens interdit. Là, ça serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose. La police municipale, elle fait très bien son boulot. On a une police municipale à Fontaine, je leur tire le chapeau. Ils rentrent dans les immeubles. Normalement, ils n'ont pas à faire de l'interpellation. Ils font des interpellations. Ils font la chasse à l'économie souterraine. Et d'ailleurs, le nombre de fois où je suis obligé, moi, en tant que maire, de leur mettre en place la protection fonctionnelle parce qu'ils ont été agressés ou mis à mal, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des caméras prison, c'est bon. Mais c'est pas que ça, la sécurité. Donc la caméra mobile, il faut que je demande l'autorisation à monsieur le préfet pour la mettre à un endroit bien défini. Il faut le temps que les services de la préfecture interviennent et répondent. Et ça, c'est pas en claquant des doigts. Un dernier mot sur Sauf, ce sujet, mais juste une présence. La sécurisation des écoles. Parce qu'on parle des policiers municipaux. Vous êtes un peu en avance, Jean-Paul. La sécurité. Franchement, je pense non. Oui, D'habitude, au Conseil aussi. Voilà. L'installation des visiophones dans les écoles, c'est de la sécurité. Non, mais le plan communal de sauvegarde, c'est de la sécurité. Les agents de sécurité à la sortie de l'école, c'est de la sécurité. Les contrôles radar, on n'en voit pas beaucoup sur On Fontaine. va juste donner un dernier mot sur cette question à Sophie Romero avant qu'on puisse faire avant qu'on puisse faire un dernier tour de table. Oui, merci. Nous, alors je dis nous parce qu'un projet municipal, c'est pas seulement une tête de liste, c'est toute une équipe qui s'engage et qui se mobilise. Nous considérons la question de la sécurité et de la tranquillité publique comme un droit. Il faut être responsable cependant, re-questionner l'ensemble des dispositifs et construire un plan d'action qui soit porté par tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure, les élus, les habitants, les agents municipaux, mais aussi les partenaires du territoire. Alors pour être efficace, il faut mieux cerner les causes et diversifier les moyens. Pour cela, nous devons être à l'écoute de celles et ceux qui expriment un sentiment d'insécurité et ça ne peut pas être en se contentant de présenter le bilan du passé. L'action municipale, quel que soit son domaine, et la sécurité en est un, doit s'adapter aux besoins parce que notre société change. Alors, on arrive à la fin de ce débat. On n'aura pas forcément abordé tous les thèmes prévus, mais ça fait partie du jeu. Je précise qu'effectivement, Jean-Paul Trevero a plus parlé que vous. C'est une tendance sur tous les débats qu'on organise. Le maire sortant, aussi parce qu'il est souvent... Voilà, ce que j'allais dire. Quelle que soit sa couleur politique, il a souvent besoin de se justifier un petit peu plus que les autres de son bilan. Je ne justifie pas, je défends mes convictions. Moi, je ne me justifie pas. Donc Jean-Paul Trevero a pris le temps de le faire. On va vous laisser le temps de conclure ce débat par une carte blanche, un sujet que vous avez envie d'aborder, qu'on n'a pas forcément traité pendant cette heure de table ronde. Et on va commencer par l'ordre inverse du tirage au sort. Donc c'est Franck Longo, qui est celui qui a le moins parlé, pour être transparent, qui démarre cette carte blanche. Je peux en profiter alors. Vous pouvez en profiter. C'est le dernier tour de parole, c'est ça? Après c'est terminé. Alors moi je vais quand même dresser le bilan. Aujourd'hui on a besoin de changer l'image de Fontaine. Et je suis le seul candidat, déjà autour de la table, à n'avoir jamais fait partie de la majorité à Fontaine. Et il y en a même 3 candidats, que ce soit Jean-Paul Trevero, Sophie Romero ou Marilyn Mastromoro, qui n'est pas autour de la table aujourd'hui, qui ont été élus ensemble en 2014 et qui ont dirigé Fontaine ces dernières années. Pour moi, changer l'image de Fontaine, c'est 2 choses. C'est baisser les points négatifs, et les points négatifs, il y en a. On a parlé de l'insécurité, et ça doit être notre priorité.
On a parlé également de la bétonisation. Et là, pareil, aujourd'hui, je suis le seul élu à vouloir un autre projet porte du Vercors pour Fontaine, moins dense et plus d'espaces verts. On ne peut pas dire qu'on est pour les immeubles et pour les espaces verts. À un moment donné, il faut faire un choix. Moi, ce choix, je l'ai fait. Ce sera les espaces verts plutôt que le béton. Travailler également sur la propreté, puisqu'à Fontaine, malheureusement, la ville reste très sale, avec des dépôts sauvages notamment qui fleurissent dans les quartiers. Donc, c'est travailler en priorité sur ces points négatifs. Ensuite, ça ne suffira pas pour changer l'image de Fontaine. Il faut ramener du positif. Comment on ramène du positif? On travaille avec les commerçants. On a toute une série de mesures, nous, pour les aider. Aider les commerçants à financer leur ravalement de façade. Par exemple, un commerce qui est plus joli embellira de fait la ville. Travailler sur les offres de santé. Changer l'image, c'est ramener des professions médicales à Fontaine, puisque la ville n'attire pas. Malheureusement, aujourd'hui, on est plutôt en train de les perdre. Et bien sûr, créer des animations. Parce qu'aujourd'hui, on ne vient pas à Fontaine pour des choses qui s'y passent. Il faut qu'on crée des événements qui soient importants. Je pense à un vrai marché de Noël. Je pense peut-être à une foire d'automne qui retourne en centre-ville. Je pense à un vrai forum des sports et des associations qui se fasse ensemble et au début du mois de septembre pour attirer les gens à Fontaine. Il faut qu'on ait un événement important pour moi à la ville de Fontaine. Et enfin, ma priorité, et c'est là-dessus que je me suis battu quand même durant tout ce mandat, c'est l'exemplarité et la transparence des élus. J'ai été le seul élu à porter plainte contre la gestion financière de notre commune, notamment sur les marchés publics. Et monsieur le maire de Fontaine s'est fait condamner par la justice. On a besoin d'être vraiment transparent. Je proposerai de diminuer l'indemnité du maire. Le maire de Fontaine, en 2014, était le maire le mieux indemnisé de l'Isère. Travailler sur les véhicules de service du maire et de premier adjoint. Aujourd'hui, il y a quasiment plus de communes qui donnent ces avantages-là aux élus. Et aussi être transparent sur les taux d'imposition, puisque monsieur le maire, en 2014, s'était engagé à ne pas augmenter les impôts, et malheureusement, il l'a fait au cours du mandat. Et je crois qu'aujourd'hui, la parole politique, elle doit être importante, elle doit être respectée. Et c'est pour ça, notamment, que nous, sur les grands projets, on proposera de faire participer les habitants. Ce n'est pas normal que sur le projet Porte du Vercors, qui va, en termes de logement, être le plus gros projet que la ville de Fontaine n'ait jamais connu, on ne puisse pas demander aux habitants leur avis. Il faudra faire un référendum là-dessus. Il faudra faire également un référendum sur la chrono-vélo. Oui, on a différentes solutions possibles, l'avenue du Vercors, la rue de la Liberté, l'allée des Balmes. Eh bien, faisons participer les habitants. On parle à chaque fois de démocratie participative. Aujourd'hui, le meilleur moyen d'en faire, c'est de dire aux Fontainois, votez. Et leur décision, eh ben, nous, en tant qu'élus, on l'appliquera. Voilà. Sophie Romera, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Fontainois? Un petit peu plus court que Franck Longo qui avait du retard et voilà, on a rattrapé, même dépassé. On va tâcher. Moi, je pense qu'il y en a d'autres qui ont encore de l'avance. Moi, je voudrais qu'on parle de démocratie participative parce qu'il me semble que c'est quand même un sujet qui n'a pas été tellement abordé cet après-midi, mais ce soir pour ceux qui vont nous regarder. On est aujourd'hui face à une réalité. Les habitants manquent aujourd'hui de confiance envers leurs élus et nous le comprenons parce que les affaires des uns et des autres contribuent à cet état de fait. Il faut travailler à restaurer cette confiance et nous le ferons. Ça passe par des engagements en matière d'éthique et de transparence. On signera une charte de non-cumul des mandats, de respect de la minorité. On refusera le clientélisme et le favoritisme et nous avons déjà eu l'occasion de le faire pendant cette campagne, parce qu'une campagne, c'est toute une histoire. Mais restaurer la confiance, ça passe aussi par une démocratie locale forte. Nous construirons de nouveaux dispositifs avec notamment des conseils de quartier. Nous mettrons en place un tirage au sort des habitants en plus des volontaires. Nous attribuerons des budgets participatifs importants aux habitants. Nous créerons une commission des initiatives citoyennes. Nous attribuerons des budgets participatifs aux enfants des écoles. Nous permettrons la mise en place de référendums locaux dont nous construirons les modalités avec les habitants et nous rendrons compte tout au long du mandat des politiques menées aussi bien à l'échelle communale que métropolitaine. Notre projet, nous l'avons bâti, je l'ai dit tout à l'heure, avec les Fontainois. Nous avons impliqué les habitants dès le début de la campagne en organisant 6 réunions de travail public ouvert à toutes et à tous pour co-construire notre projet. Comme dans bien des domaines, il n'y a pas de méthode miracle, mais il me semble que les élus ont une obligation de moyens, celle de créer les conditions de cette participation citoyenne et d'être les garants de l'expression de la démocratie. C'est un projet d'éducation populaire, de formation citoyenne, c'est partager le pouvoir et c'est aussi favoriser le renouvellement des élus parce qu'il nous semble en tout cas que la politique, c'est l'affaire de toutes et de tous et ça n'est pas un métier, c'est un engagement. Et élire une femme à la fonction de maire, c'est aussi ça, le changement, et ce dès le premier tour. Merci. Très bien. Jean-Paul Trovero, à vous. Je vais faire vraiment court. 1 minute, pas plus. Je vais faire court. Vous resterez en tête, mais les écarts seront plus... Je suis prêt à me consacrer aujourd'hui, mais également demain, à un nouveau projet pour notre ville et notre agglomération, puisque Fontaine, c'est dans la métropole, il ne faut pas l'oublier. Et puis,
l'ambition que j'ai, c'est de continuer à servir avec mon équipe les habitants et les habitantes du mieux qu'on peut. On n'a pas été parfait, même si M. Longo, des fois, il dit des bêtises, parce que moi, j'ai ressorti ma profession de foi de 2014, M. Longo, il est écrit « Pour que l'austérité ne pèse pas plus sur les familles fontenoises, je m'engage à maintenir la qualité du service public rendu », ce qui a été fait, tout en maîtrisant au maximum la pression fiscale. Je n'ai jamais dit qu'on ne l'augmenterait pas, j'ai tout en maîtrisant au maximum. Maîtriser, c'est plus 6%. Non, mais attendez. Ça, c'est pour tout vous dire que vous avez dit... Alors, on ne lance pas le débat. Chacun a son point de vue. Mais... Moi, vous savez, je ne veux pas faire la vente aux enchères ou le perroquet dans les mesures diverses et variées. Il y a un programme, 16 pages, les habitants et les habitantes, ils pourront s'en emparer, ils verront ce qu'on a maintenu, ils verront ce qu'on a défendu et ils verront également ce que nous allons faire. Par contre, dans ce qui n'a pas été cité, alors c'est vrai que la santé, c'est une préoccupation, et le centre de santé, en particulier en est une pour Fontaine, et on y travaille déjà, mais on n'a pas du tout évoqué, dans le cas des mobilités, la gratuité des transports. Ce qui fait partie de vos propositions. Ça fait, alors, depuis 2014, et je n'ai jamais été aussi près, et je pense que ça fait écho maintenant, de voir ce besoin, et c'est pas un rêve là, c'est un besoin, se réaliser dans la mandature qui vient et dans la métropole de demain. Et ça, c'est un véritable enjeu. Alors parce que là, on peut tout y mettre, hein. L'écologie, le pouvoir d'achat, le fait de pouvoir aussi se déplacer de territoire à territoire, etc., etc., la santé, la pollution de l'air, j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut qu'on aille à la gratuité. On peut la gagner, on va la gagner, et je sais qu'il y a beaucoup d'habitantes et d'habitants qui n'attendent que ça. Alors faites-nous confiance, et je vous prie de croire qu'on continuera à se battre pour ça. Merci Jean-Paul Trovero. Laurent Tovis, 2 minutes et vous serez dans le même temps de parole que Sophie Romera et Franck Longo. Merci. Difficile de résumer tout un programme en une mesure, mais moi j'ai choisi, vous avez dit tout à l'heure, Marie-Caroline, que Fontaine était une ville verte. Bien, vous avez un classement qui existe, qui permet de comparer les villes, et Fontaine est la ville la moins verte de l'agglomération, juste après Grenoble. Voilà, 17% de patrimoine arboré en ville. Même Échirolles est à plus, 18, et Sassenage est à 24, Cessinet est à 27, etc. Un patrimoine arboré en ville, voilà. Donc Fontaine n'est pas vert, et en plus vous avez cité des espaces qui sont des espaces type Parc de la Poya, type Parc Karl Marx, qui sont extrêmement intéressants, mais qui sont en dehors de la ville. En fait, le gros problème de Fontaine, c'est que... La Poya sont en dehors de la ville. Monsieur Trovero, vous pouvez me laisser terminer? C'est pas votre Allez, c'est une carte blanche. Vous me le démontrez là, parce que... Allez, excusez-moi, monsieur. Donc, c'est des... énorme. Non, mais ils sont effectivement en dehors du cœur de la ville. Jean-Paul Trovero. Et donc, nous, notre logique, c'est de dire, on veut absolument ouvrir les parcs sur la ville, et donc on créera à la fois de nouveaux parcs, notamment dans les zones où aujourd'hui il n'y a plus de constructions qui sont possibles du fait des risques d'inondation, mais aussi tout simplement en implantant des arbres en milieu urbain, sur le bord des voiries, etc. Dans les cours d'école, on parlait tout à l'heure des rénovations d'école, il y a aussi les rénovations des cours d'école qui sont aujourd'hui extrêmement minérales, hein, donc on a des cours où les enfants sont en plein soleil. Donc c'est important à la fois pour la protection de la planète, ça permet de recycler le CO2, c'est important pour l'amélioration du cadre de vie, parce que les gens veulent voir la nature dans la ville et pas uniquement la voir à l'extérieur. Et puis c'est important en termes d'attractivité, parce que du coup on donnera l'image d'une ville verte. Donc nous proposons, nous, de planter 6000 arbres, contre, j'ai vérifié, 2000 à Sophie et 500 à Franck Longo. Et pour vous, ah non, mais 500, c'est rien du tout. Hein. Et puis un arbre par naissance, alors je ne sais pas combien il y a de naissances. Donc nous serons beaucoup plus ambitieux sur cette question-là. Sur les comportements, j'y reviens pas. Moi, j'étais le seul candidat à avoir signé la charte anticorps en 2014. Je m'engage à nouveau. Donc il y a toutes les mesures que les uns et les autres égrènent comme si c'était une innovation. Moi, je terminerai simplement par un point. En 2008 comme en 2014, il y a beaucoup d'habitants qui sont venus me trouver après en disant « Ah, c'est dommage, on aurait bien aimé que vous passiez, etc. » Mais malheureusement, la division des oppositions a fait que... Donc moi, j'appelle les Fontainois, s'ils veulent vraiment le changement, à voter pour la seule liste qui est capable de construire l'alternance sur cette commune, avec vous pour Fontaine. Alors, le résultat, ce sera le 15 mars. Bonne campagne, en tout cas, bonne fin de campagne, même s'il reste encore quelques jours à tous les 4 semaines même. Et merci en tout cas de vous être prêté à vous de votre invitation. Au jeu. Merci. Marie-Caroline. Merci Thibaut. Écoute. Parce que c'est l'heure où on remercie tout le monde. On se donne rendez-vous donc les 15 et 22 mars, puisqu'il y aura aussi un deuxième tour. Télé Grenoble sera en direct de la préfecture de 19h30 à minuit pour être les premiers informés sur les résultats. On aura des journalistes dans un grand nombre de mairies pour avoir les résultats en avant-première, les résultats de vos communes.
commune et vous proposez aussi les réactions des différents candidats. J'espère bien que vous viendrez nous voir à la préfecture et on compte sur vous bien évidemment. Vous pouvez suivre ce débat en replay sur télégrenoble.net.